Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore si nombreux ce soir. J'entendais ce matin à la radio Fabrice Lucchini qui disait que remplir une salle, c'est toujours un accident, un merveilleux accident. Et je suis ravi que cet accident, ce bienheureux accident se produise ce soir. Et on est extrêmement heureux de pouvoir recevoir deux invités exceptionnels, le professeur Raphaël Gaillard à ma droite et Clara Chapaz à ma gauche, ministre déléguée au numérique de 2024 à 2025 et entrepreneuse, chef d'entreprise de son État auparavant. Avant d'engager les discussions absolument passionnantes avec les invités, je voulais d'abord prendre le pouls, si j'ose dire, de la salle, avec des petites questions rapides, mais qui vont nous permettre aussi de jauger dans nos réponses un certain nombre d'éléments. Et si vous le voulez bien, je vous inviterai à voter à bras levés. On ne contrôlera pas les votes, hein, ça ne sera pas inscrit dans votre petit carnet électoral, mais simplement pour avoir une idée. Première question, avez-vous peur de l'IA? Réponse oui, on lève la main. Réponse non. Ah oui. Oui, ça fait un petit nombre. Et puis il y a probablement 10-15% de non-répondants, mais qui acquiescent en silence. Deuxième question, utilisez-vous l'IA régulièrement, on va dire plusieurs fois par semaine? Ah oui, je plaide coupable, même plusieurs fois par jour. Et là, on va faire des sous-questions, et ce n'est pas par curiosité mal placée, pour le travail. Oui. Pour poser des questions diverses et variées sur la vie, le temps, etc. Et alors, question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre évidemment, dans l'intimité, ça m'a été soufflé par le théâtre, comme ça je me défausse. C'est tout simplement pour demander des conseils pour l'utiliser. Je profite de la présence d'un grand psychiatre à ma droite, comme un psy, comme un conseiller, un confident, un ami, une amie. Très bien. On verra aussi si ces choses-là ont évolué d'une manière ou d'une autre d'ici la fin de la conversation. Si vous êtes beaucoup plus effrayé, par exemple, qu'au début de la conversation, ça sera intéressant, mais j'espère pas. Sans plus attendre, on va donc entamer les échanges. Et professeur Gaillard, je voudrais commencer par vous. Donc vous êtes docteur en psychiatrie. Vous êtes chef du pôle universitaire de l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes l'auteur de livres très remarqués, La hache dans la tête et dernièrement L'homme augmenté, qui a reçu ici même le prix ADA. Je me tourne vers vous pour lancer la conversation et revenir sur un premier propos que vous commencez dans La hache dans la tête et qui est la question du cerveau, la différence entre le cerveau du primate non humain, autrement dit le singe, enfin les singes, et le primate humain, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, si je me souviens bien, se distinguent essentiellement par leur rapport à l'instabilité. Le cerveau du primate non humain est beaucoup plus stable, mais paradoxalement se développe beaucoup plus lentement, alors que le cerveau humain est beaucoup plus instable, donc beaucoup plus prône à la folie, au dérèglement, à tout un tas de troubles, mais par contre se développe beaucoup plus vite. Et j'ai bien conscience dans la salle que ça doit vous paraître très loin de l'IA, mais vous allez voir que c'est directement lié. Mais avant ça, peut-être, j'aimerais vous lancer là-dessus et justement voir en quoi tout ça a un lien avec le sujet du jour. Merci beaucoup, Hugo. Alors, avant de parler du cerveau du primate non humain, je vais juste dire un mot du cerveau de Fabrice Lucchini. Je trouve qu'il exagère quand même de dire que c'est un miracle que de remplir un théâtre, puisque c'est impossible d'avoir des places quand il donne un spectacle. Et pour l'anecdote, je préside le principal congrès de psychiatrie, et j'avais invité Fabrice qui a connu une forme d'extase, parce que pour Fabrice Lucchini, avoir 5000 psys qui l'écoutent, je pense que ça a été un sommet de sa carrière. Alors je vais répondre, Hugo, à votre question.
En fait, avant que l'on parle d'intelligence artificielle, avant que l'on parle du rapport de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, il faut avoir quelques idées sur l'intelligence humaine et ses déterminants. Et effectivement, c'est intéressant d'observer comment le cerveau s'est transformé au cours de l'évolution entre le primate non humain, le petit singe en fait, ou les grands singes, et le primate humain, c'est-à-dire vous et moi. Et ce que l'on constate, c'est que le codage de l'information dans le cerveau du primate non humain est un codage qui bénéficie de mécanismes de redondance. Alors, ça paraît technique de le dire comme ça, mais ça veut juste dire qu'un signal est suivi de la répétition de ce signal, de sorte que si vous perdez l'information à un moment donné, vous perdez le signal, vous ne captez pas, et bien en fait, c'est rattrapé par la redondance. Ça donne une forme de robustesse au signal cérébral. Et si vous étudiez le codage cérébral entre les mêmes régions du cerveau chez le primate humain, c'est-à-dire chez vous et moi, vous allez observer que le codage de l'information est beaucoup plus complexe. En fait, il est beaucoup plus informatif parce qu'effectivement, ce qu'il faut faire passer dans le cerveau de Fabrice Lucchini est plus complexe que ce qui se passe dans le cerveau d'un primate non humain. Donc, il faut transporter plus d'informations, mais il faut en transporter tellement qu'il a fallu renoncer à des mécanismes qui assuraient la robustesse du signal, dont la redondance. Ça aboutit au fait qu'il suffit qu'il y ait un petit décalage dans la transmission dans le cerveau pour que le signal soit changé. Si je prends une image simple, vous prenez une page d'un livre, vous regroupez tous les mots, donc ça fait une série de lettres, vous supprimez une lettre et puis vous reconstituez les mots selon leur forme approximative avant que vous les regroupiez. Et en fait, effectivement, vous avez décalé d'une lettre ou de plusieurs lettres, si l'on supprime plusieurs, de sorte que ces mots ne veulent plus rien dire. Ils ne veulent plus rien dire parce que quelque chose s'est décalé. C'est exactement ce qui se passe dans le codage du cerveau d'un être humain. Le moindre décalage, la moindre suppression d'une lettre change le message. Et alors ça, certes, ça nous permet la puissance de notre cerveau, organe sur lequel nous avons tout misé, absolument tout misé, c'est-à-dire que nous n'avons plus de griffes, de crocs, de fourrure, tout est dans le cerveau, c'est ce qui nous consacre comme Homo sapiens, mais au prix de sa robustesse. C'est-à-dire que nous avons choisi, nous, l'évolution, au travers de l'évolution, de privilégier la complexité, la puissance du cerveau sur sa robustesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir perdu sa robustesse ? Eh bien justement, pour le psychiatre que je suis, c'est l'explication au fait que je suis débordé et que tout psychiatre est débordé, et surtout avant la question des psychiatres, que tant de personnes souffrent de troubles psychiques. Parce qu'on a du mal à comprendre que, par exemple, 1% de la population générale souffre de schizophrénie, ce qui est énorme, ou une personne sur 5 au cours de sa vie de dépression. On a du mal à le comprendre en termes de théorie de l'évolution, parce qu'il n'y a pas d'avantage à souffrir de schizophrénie ou de dépression, mais on le comprend si on mesure que c'est la conséquence implacable de la puissance de notre cerveau. C'est-à-dire que l'évolution nous a conduit à un stade de superpuissance du cerveau qui se paye de son instabilité. Notre cerveau ne se supporte plus, il a des bugs, et ces bugs, c'est ceux dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles psychiques. Et donc c'est important à ce stade de l'évolution, où nous sommes là, en 2025, de mesurer que cet organe génial, qui me fascine tous les jours comme chercheur et que j'essaye de soigner comme médecin, eh bien cet organe magnifique, surpuissant, nous payons collectivement le prix de sa puissance. Alors, je le dis tout de suite comme psychiatre, en m'éloignant un peu du thème de ce soir, ça a un effet éthique, c'est-à-dire que si on considère que les personnes souffrant de troubles psychiques sont les victimes de ce qui nous consacre tous collectivement comme Homo sapiens, dans notre condition humaine, alors ils sont au centre de notre humanité et il ne faut surtout pas les mettre en dehors, les isoler, les exclure, comme ça a pu être le cas dans l'histoire au travers de la démarche asilaire. Il faut au contraire considérer qu'ils sont au cœur de l'humanité, ils sont témoins de ce qui fait de nous des êtres humains. Ça, c'est ce où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et aujourd'hui,
a émergé une autre intelligence, une intelligence artificielle, qui, à mes yeux, a pas propension à nous remplacer. Il y aura bien sûr des effets sur l'emploi de toute nature, et c'est des thèmes que vous-même pourrez évoquer l'un et l'autre mieux que moi, je n'en doute pas, mais la thématique du grand remplacement, ça peut avoir un certain succès politique, mais c'est plutôt un pavé dans la mare que quelque chose qui réellement a du sens. En fait, ce que nous allons faire avec cette technologie, c'est ce que nous avons fait avec toutes les technologies, c'est-à-dire nous transformer avec cette technologie. Et la vocation pour l'être humain, compte tenu justement de la plasticité de son cerveau face à une nouvelle technologie, c'est de s'hybrider avec cette technologie. C'est-à-dire de construire quelque chose qui sera commun, et ce sera inéluctable à mes yeux. Mais, et peut-être aurez-vous suivi à ce stade où je vais en venir dans mon raisonnement, tout ça c'est pour augmenter plus encore la puissance de notre cerveau. Par cette fois, hybridation, cerveau-machine, qu'elle soit forte, on en reparlera peut-être par des interfaces cerveau-machine directement, ou qu'elle soit faible, le rapport que vous avez tous, vous et moi, avec nos téléphones dits intelligents. Ça veut dire que nous allons vers une forme d'augmentation de notre intelligence, d'augmentation de notre cerveau, par cette hybridation cerveau-machine. Or, je viens de vous dire que nous payons déjà du prix fort la puissance de notre cerveau. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a tout lieu de penser que si nous payons déjà de ce prix colossal des troubles psychiques la puissance de ce cerveau, eh bien, en l'augmentant davantage, nous payerons un prix plus élevé encore, c'est-à-dire que nous verrons davantage de troubles psychiques. En tout cas, c'est ce que nous pouvons prédire de ce mécanisme d'augmentation de la puissance d'un organe qui est déjà en surchauffe, qui est déjà en saturation, qui peut encore beaucoup évoluer, faire des choses, mais qui paye déjà un prix élevé à cette puissance. Et donc, le psychiatre que je suis ce soir vous annonce des choses déprimantes, c'est-à-dire que nous allons avoir à faire face à davantage de troubles mentaux dans les années, les décennies à venir, du fait de cette hybridation cerveau-machine qui, à mes yeux, on en discutera, est absolument implacable. Alors, vous avez suivi mon raisonnement. J'ai énoncé des éléments qui sont des faits scientifiques, le codage de l'information dans le cerveau du primate non humain et du primate humain. Donc ça, c'est de l'ordre de la démonstration scientifique. Mais vous avez suivi que, établissant que nous payons déjà un prix élevé, d'un prix élevé la puissance de notre cerveau, et que l'augmenter augmentera ce prix. En fait, à ce stade-là, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Il y a un raisonnement et une hypothèse. Et le scientifique que je suis, sitôt qu'il a une hypothèse, eh bien, il veut la tester. En fait, c'est très difficile. Je vais finir là-dessus. C'est très difficile parce qu'il faudrait avoir une épidémiologie fiable des troubles psychiques au travers, non pas seulement des années, des décennies, mais en fait des siècles, pour observer cette augmentation des troubles psychiques. Et ça, on ne peut pas avoir l'information. On est le nez dans le guidon parce que l'épidémiologie, elle est récente, l'épidémiologie moderne. C'est un pléonasme, elle vient d'arriver. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe déjà des indices d'une augmentation des troubles psychiques. Et ça se mesure très concrètement sur la dépression, sur les troubles anxieux. Et si je donne que quelques chiffres, on a augmenté, en gros, avant la Covid, de 2-3% sur la décennie précédente, l'incidence de la dépression, puis de 3% après, donc on a augmenté de 5%, ce qui est vraiment beaucoup. Mais il y a une population pour laquelle l'augmentation est spectaculaire, c'est celle des jeunes adultes, des adolescents et même aujourd'hui des préadolescents, pour laquelle il n'y a pas d'explication définitive.
n'y a pas de démonstration causale de ce qui entraîne une telle souffrance des jeunes, qui sont, quelles que soient les études, celle de Prism à Bordeaux, celle de Mentalo récemment sur 17 000 jeunes, autour de 30-35%, voire 40% des jeunes qui sont en souffrance. Mais c'est une réalité. Il y a souffrance de nos jeunes, l'enseignant que je suis l'observe, le soignant que je suis l'observe. Et on peut formuler l'hypothèse, elle n'est pas définitive parce qu'il n'y a pas une démonstration causale, c'est vraiment des études plutôt de corrélation. Mais je pense qu'il y a assez d'arguments aujourd'hui pour le dire, que nous commençons déjà à faire les frais d'une hybridation faible, celle que nous avons avec nos objets connectés, avant même l'IA, telle que nous l'utilisons, telle que vous avez dit l'utiliser tous les jours. Nous connaissons déjà les conséquences que j'ai évoquées dans l'hypothèse formulée d'une augmentation à venir des troubles psychiques, puisque nous l'observons chez ceux qui sont le plus connectés, nos jeunes. Et puis il y a toute une série d'arguments pour montrer qu'il y a des raisons de le penser. Donc en résumé, notre cerveau, il est puissant, mais il a une forme d'instabilité. Elle est implacable, c'est les troubles psychiques. C'est un prix déjà très élevé à payer. Ce prix augmentera avec notre hybridation cerveau-machine, avec une instabilité croissante. Et peut-être en avons-nous déjà les prémices avec ce que nous observons chez nos jeunes, chez nos adolescents et même chez les préadolescents. On en dirait peut-être un mot tout à l'heure. Et merci beaucoup. Et beaucoup de relances qui me viennent à l'esprit, sur lesquelles on pourra revenir, et aussi sur les implications du coup macro, c'est-à-dire en fait politique de tout ça, de ces transformations du cerveau et transformations cognitives. Et pour faire la transition vers Clara Chapaz, il y a un élément intéressant, c'est dans un parallèle, et j'espère que je ne vais pas barbariser votre propos, le dénaturer trop, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la tech, à savoir que le dîner de Vivatech à l'Élysée, au printemps dernier, il y avait un certain monsieur Johnson, que peut-être certains d'entre vous connaissent dans la salle, qui est le CEO de NVIDIA, cette grande entreprise qui produit les puces sur lesquelles sont entraînés les modèles d'IA et dont la valorisation boursière explose. Et Johnson, au moment de prendre la parole devant le président de la République et le parterre de tout ce que le monde compte de responsables dans la tech, et il y avait évidemment Madame la ministre dans cet échange, dit vous savez que la grande différence entre la Silicon Valley, le succès de la Silicon Valley et le succès de la tech en Europe, c'est pas les talents. Les talents, ils sont chez vous. Vous avez les meilleurs ingénieurs. D'ailleurs, il dit, je peux pas rentrer dans une entreprise sans tomber sur un Français qui parle anglais, je comprends rien à ce qu'il dit, etc. Et il monte Yann Lequin en disant, ça fait 20 ans que je discute avec Yann Lequin, j'ai jamais compris ce qu'il me dit. Enfin, bon, tout le monde était hilar. Et il continue, il dit, c'est pas les talents, c'est pas la technologie, etc. La vraie différence, c'est que vous, en Europe, et notamment en France, vous voulez tout le temps faire le produit parfait, le produit sans bug. Et il dit, nous, à l'inverse, on est sauvages. On sort le produit en version bêta, comme on dit, c'est-à-dire plein de bugs. On le balance dans la nature, vous l'essayez. D'ailleurs, en Europe, vous utilisez plein de versions bêta, ça bug de partout. Mais en fait, vous l'adoptez. Et à partir de là, on scale. C'est-à-dire, on passe à l'échelle et on gagne des parts de marché et on gagne des entreprises qui innovent, qui reçoivent plus d'investissements. Et donc, je ne peux pas m'empêcher le parallèle entre ce que vous dites du cerveau du primate non humain et du primate humain, puisque le cerveau du primate non humain, il avait moins de bugs, mais il n'a pas scalé, pour reprendre les mots de Johnson. Celui qui a gagné la compétition animale, c'est bien le cerveau humain dans les deux. Et aujourd'hui, on se retrouve probablement, sans trahir votre propos, je l'espère, à un croisement, puisque là, on va mettre tout ça avec une augmentation exponentielle qui est le pouvoir de l'IA, avec probablement, selon vous, et on reviendra là-dessus, potentiellement des conséquences incontrôlées. Incontrôlable en tout cas. Et donc, Madame la Ministre, qu'est-ce que vous avez supervisé le développement de la tech en Europe, on vient parler d'instabilité du cerveau, et donc je voulais vous lancer sur cette comparaison entre les versions bêta de la Silicon Valley et notre approche européenne. Est-ce que vous voyez ça comme pertinent, comme un parallèle, et puis de manière générale, comment concevoir les transformations de l'IA d'un point de vue d'une ministre qui a dirigé la politique française en la matière?
Ravie d'être avec vous ce soir. Merci pour l'organisation de cet échange. C'est vrai que quand je vous entendais parler, Raphaël Gaillard, je pensais à ce prix de la puissance que vous avez employé plusieurs fois. Prix à payer de la puissance. Et je ne pouvais pas m'empêcher moi aussi de faire ce parallèle qu'Hugo Micheron vient de rappeler. Et de quel a été le prix que nous avons accepté dans ces 20 dernières années dans lesquelles la technologie a changé nos vies, nos économies, nos démocraties. Quel a été le prix que nous avons été prêts à payer pour construire cette puissance, ou plutôt pour ne pas la construire? Quel a été le prix que nous n'avons pas voulu payer, le prix de cette instabilité, de cette incertitude, et de prendre des risques dans cette incertitude-là. Parce que tout à l'heure, vous avez été très poli, cher Hugo, vous n'avez pas demandé aux personnes qui ont levé la main quand on a demandé « est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien ?» À peu près la quasi-totalité de la salle a levé la main. Et moi, il y avait une question qui me taraudait. Peut-être d'ailleurs on peut remettre la lumière pour cette question. C'est... donc dans toutes les personnes qui ont levé la main tout à l'heure à la question « est-ce que vous utilisez l'IA ?» ma question est « est-ce que vous utilisez une application d'intelligence artificielle française ?» Il y en a quand même un petit peu, c'est bien. Parce que si on revient un petit peu en arrière, c'est mieux. Parce que l'autre question que j'aurais pu poser, c'est « est-ce que vous utilisez un téléphone portable français ?» Il y a moins de monde. Oui. Oui, là c'est dur, là. Parce que, du coup, c'est ça l'histoire à laquelle on fait face. En fait, on l'a déjà vu une fois se dérouler devant nos yeux. On a déjà eu les scientifiques les plus reconnus du monde entier qui ont travaillé sur la technologie d'Internet, par exemple, mais qui n'ont pas su saisir ce prix de la puissance, on va l'appeler comme ça ce soir, pour pouvoir en faire des technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans vos poches, que ce soit votre téléphone portable. Peut-être tout à l'heure, vous avez cherché où était ce théâtre et vous êtes allé sur un moteur de navigation. Je crois qu'il n'était pas français non plus, ni européen. Vous avez peut-être utilisé une application de navigation qui n'était pas française non plus, je pense, ni européenne. Et puis, si vous vous endormez un peu après ce théâtre, avant d'aller vous coucher, vous divertir, peut-être que vous irez vous divertir sur une plateforme de vidéo à la demande. Et je pense qu'elle sera peut-être pas non plus européenne. Donc ce prix-là, on le voit au quotidien. Le fait de ne pas avoir saisi à quel point la technologie était un instrument de puissance. Aujourd'hui, on est enfermé dans ce monde numérique dans lequel nous ne contrôlons finalement que très peu d'outils. Et c'est vrai que je me rappelle aussi très vivement de ce commentaire de Jensen, le patron d'NVIDIA, qui disait en fait, il faut oser les bugs. Il faut oser accepter que la technologie ne se développe qu'en n'étant pas finie et que c'est par son aspect non fini qu'elle développe sa puissance. Donc le parallèle est en effet assez intéressant. Et que nous, Français, Européens, on est toujours un petit peu inquiets de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, et donc on va se réfréner. Et là, avec l'intelligence artificielle, parce que justement, on a déjà le film du passé, non seulement dans le fait que cette technologie américaine, chinoise, a infiltré votre quotidien, vous enferme dans ce quotidien, mais aussi dans les impacts absolument délétères sur notre santé mentale. On a commencé à en parler, de tous ces outils qui sont non seulement des outils de puissance économique, de puissance géopolitique. Vous aurez peut-être remarqué que depuis une petite année, les tensions commerciales qu'on a avec les États-Unis sont très fortes. Et qu'au cœur du débat, on retrouve très souvent ces outils technologiques. Parce qu'en Europe, on a décidé de les réguler pour les amener à respecter nos valeurs, pour les amener à protéger nos populations, notamment les réseaux sociaux, je pense qu'on va en parler. Et ça plaît pas beaucoup aux fondateurs de ces entreprises, qui n'aiment pas trop payer des amendes. Et donc, quand on est dans cette situation de dépendance vis-à-vis de ces outils-là, on est bien sûr beaucoup moins puissant. Et comme on est beaucoup moins puissant, on subit un peu les technologies faites ailleurs et les effets que ces technologies font sur nous, les Européens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai consensus scientifique qui montre, et j'ai été ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, donc la technologie n'est pas, bien sûr, pas tout noir, mais que si on veut qu'elle reste positive, qu'elle puisse nous augmenter, avoir compris comment ces dépendances
technologique, non seulement dépendance aux outils eux-mêmes, mais à ces outils construits ailleurs, a un impact sur notre développement, sur notre santé mentale, sur notre développement cognitif, doit, je crois, nous permettre de nous réveiller et de nous dire, avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on ose payer ce prix de la puissance, qu'on ose prendre ce risque de s'investir dans cette course à la construction technologique sans avoir toutes les solutions parfaites, parce que c'est la seule façon, je crois, que nous aurons d'écrire une histoire technologique différente, dans laquelle nous pourrons bien mieux guider la technologie vers un outil d'augmentation de ce que nous voulons être, et non comme un outil que l'on subit au quotidien. Parce qu'une autre petite sondage qu'on aurait pu faire ce soir, c'est le temps que nous passons toutes et tous sur nos écrans. J'adore faire ça parce que ce qui est très gênant, c'est que du coup, je regarde mon téléphone et généralement, je suis la moins disante de toute cette salle. Mais vous savez peut-être que dans vos téléphones, on peut, avec tant d'écrans, voir combien de temps on passe par jour sur son téléphone portable. Bon, je vais peut-être pas le faire, mais je l'ai fait hier. 6h29. 6h29. Enfermés dans des algorithmes dans lesquels nous sommes victimes, et je pense que ça va me permettre de repasser la balle à Raphaël Gaillard, d'une prolifération d'informations qui crée cette anxiété, d'un côté, dans des algorithmes qui ne sont pas des algorithmes qui ont été faits comme des espaces informationnels, mais bien des espaces monopolisés par des entreprises commerciales, qui du coup n'ont qu'un but, parce que ces applications sont gratuites, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, vous le savez très bien. Donc un but, c'est de nous enfermer, de capter notre attention, de capter notre temps, nos données pour pouvoir mieux les vendre. Et donc vont exciter nos désirs, notre excitation. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver face à des contenus de plus en plus polarisants, parce que c'est ceux qui vont faire qu'on passe le plus de temps dans ces applications numériques que sont les réseaux sociaux, que sont leurs penchant un peu diabolique, toutes les applications sur lesquelles on peut acheter des produits à bas prix, Shein, Temu, un peu comme si l'un et l'autre se répondaient. D'un côté, TikTok qui me donne envie d'acheter, qui excite mon désir, et de l'autre, Shein, Temu, qui, comme de par magie, me propose des produits à bas prix pour assouvir ce désir. 6h29 par jour, en ce qui me concerne. Et donc là, on est face à une histoire dont l'on saisit de mieux en mieux les conséquences dramatiques sur la santé mentale, et notamment celle des jeunes, sur lesquelles j'ai beaucoup œuvré en tant que ministre du numérique et de l'intelligence artificielle pour avoir une réponse très ferme, mais qui, au-delà de la réponse de l'existant, des 15 ans qu'on a passé à regarder un peu le fameux train arriver avec ses phares dans la nuit et puis ne pas trop savoir quoi en faire, on a une chance un peu inouïe de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'a été créé un ministère de l'intelligence artificielle. Ça peut paraître un peu gadget comme ça, je l'entends bien, mais c'était la première fois qu'on s'est doté d'un ministère de l'intelligence artificielle en France. C'était il y a 1 an, parce qu'on a bien compris que, comme d'ailleurs à l'époque on a eu un ministère des Postes, puis un ministère de l'Internet, puis un ministère du numérique, on a des enjeux absolument fondamentaux pour le développement de notre société, de nous humains, auxquels il faut qu'on puisse répondre ensemble. Merci beaucoup, Clara. Il y a une question qui revient beaucoup en ce moment dans le débat public autour de la bulle de l'IA. Vous avez dit qu'il faut accepter les bugs. Est-ce qu'il faut accepter la bulle? Et surtout, comment vous lisez cette bulle à l'aune aussi d'une autre bulle qui a été celle de l'Internet dans les années 2000? Oui, vous lisez certainement beaucoup dans la presse la question de la bulle de l'IA. Alors, je ne suis pas... je n'ai pas la capacité de me projeter dans l'avenir, donc ça serait vous mentir de vous dire où est-ce que va aller le monde de l'IA, et puis après j'aurais trop peur que ça ait un impact sur ceux d'entre vous qui achètent peut-être des actions de toutes ces sociétés, qui savent c'est la ministre de l'IA qui avait dit ça. Mais par contre, ce dont je suis à peu près certaine, et ça revient à notre histoire de vouloir toujours faire des choses parfaites, c'est que quand on repense à la bulle de l'Internet, elle a bien sûr eu lieu, ça a eu des conséquences assez difficiles, on prend un grand nombre d'entrepreneurs, d'investisseurs aussi, qui avaient contribué au début de l'Internet. Mais là encore, il y a eu un peu de réaction. Il y a eu, nous, l'Europe, un petit temps d'arrêt où on a passé pas mal de temps à se gratter la tête et à se dire « Ouh là là, finalement, c'est quand même pas le marché qu'on pensait. Il faut qu'on analyse, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on réoriente. » Et puis, on a un peu laissé passer le train.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, une capacité de rebond et de se remettre en question et de reconstruire d'autres entreprises qui aujourd'hui infestent vos téléphones et qui sont pour la plupart américaines ou asiatiques. Et donc, bien sûr, on ne sait pas exactement où va l'intelligence artificielle, même d'un point de vue scientifique, c'est ce que je trouve fascinant. On parle beaucoup des LLM pour ceux que ça intéresse, mais en fait, il y a des équipes d'ailleurs en France qui travaillent sur plein d'autres manières de développer l'intelligence artificielle, et on peut se dire que c'est finalement encore vraiment le début et qu'on a la chance d'avoir permis les cerveaux non primates les plus brillants de la planète sur cette question, qui réfléchissent à la manière de développer cette intelligence artificielle qui va pouvoir nous augmenter, et ça c'est une très bonne chose. Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'on sent déjà le potentiel de cette technologie, et le risque pour nous, c'est de passer beaucoup de temps à se questionner sur bulle ou pas bulle, et de ne pas passer ce temps-là à construire, à essayer, à faire des bugs, à accepter ces bugs, à itérer, à apprendre et à construire. Et je crois que c'est ça le plus grand risque qui nous guette aujourd'hui. Ouais, ce qui est très impressionnant, et ce que vous soulignez, qui est très fort, en fait, une idée qu'on n'entend pas beaucoup, c'est qu'en fait, en 2000, technologiquement parlant, l'Europe, les États-Unis étaient à parité. Google n'était pas un géant, enfin, il y avait en face de lui... Lycos. Voilà, Lycos, qui était le truc le plus cool du monde, où on envoyait... Parce que les gens sont trop jeunes dans cette salle. C'était un moteur de recherche, au lieu d'appuyer sur Google, on envoyait le chien, c'était incroyable, qui revenait, etc. Donc il y avait des technologies, il y avait face à Google, il y avait un Lycos, il y avait les premiers réseaux sociaux étaient français, on l'a restreint au marché français, les Skyblog, etc. Mais c'était un succès international. Et en fait... Nous, on a cru quelque part à l'éclatement de la bulle pendant 10 ans, les Américains pendant 10 mois, et 10 ans plus tard, Google est ultra dominant, voire monopolistique, et surtout ont émergé les réseaux sociaux qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, donc on a laissé passer le train. Et là, ce train-là, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce que vous voyez la bonne nouvelle, c'est que d'ailleurs, il y en a peut-être dans cette salle ce soir, mais moi, le train, je le vois pris plus que jamais, d'ailleurs, ici en France. Et même, on ne fait pas que prendre le train, on construit notre propre train. Et ça, c'est quand même assez chouette. Rien que cette semaine, j'ai entendu parler de 3 ou 4 équipes issues des plus grands laboratoires de recherche de ce pays. CNRS, l'INRIA, tu sais mieux que personne ce dont on parle. Mais qui ont envie de construire cette aventure technologique. Parce que je crois aussi... Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on sent certainement beaucoup plus fort qu'avant cette instabilité du monde dans lequel on est. Stabilité géopolitique, les conflits à nos portes, l'impact de la technologie sur la santé mentale, et je pense qu'on y reviendra, et c'est important qu'on y revienne, c'est vraiment un combat très important. Et nos entrepreneurs sont d'une résilience, l'instabilité politique, j'aurais pu aussi en parler bien sûr, et ont envie, peut-être fort aussi de cette expérience où c'est vrai que c'est pas très valorisant de se dire que dans les 20 plus grandes entreprises technologiques mondiales, il y en a une seule européenne. Et donc, je sens cette envie. Et donc, rien que cette semaine, il y a une équipe qui s'est lancée dans la robotique, qui s'appelle Uma. Il y a une équipe qui s'est lancée dans la voix, qui a été issue du labo QTI, qui s'appelle Gradium. Il y a une équipe qui se lance sur un nouveau type de modèle. Et c'est formidable. Et je crois qu'il faut croire en nous. Peut-être croire dans le fait qu'on a le droit de se tromper. C'est peut-être ça, finalement, la plus grande leçon des 15 dernières années. Ce qui va tout à fait dans le sens de votre propos. Dans le sondage à main levée là, dans la salle, il y avait à peu près 15% des gens qui utilisaient une IA française. Je crois que probablement une qui commence par Miss et qui termine par Tral, quelque chose comme ça. À l'inverse, personne n'avait un téléphone européen. Et donc peut-être que cette révolution-là est en train d'être prise alors que la précédente a été un peu ratée. Et donc je me retourne vers vous, professeur Gaillard. Il y a quelque chose de très particulier avec cette révolution de l'IA. C'est que toutes les infrastructures sont là pour qu'elles se produisent. On compare souvent cette révolution technologique à d'autres, à la presse, à la révolution industrielle, mais à la différence de celle-ci, les infrastructures aujourd'hui sont existantes. Quand la presse a été inventée, il n'y avait pas des réseaux de librairies déjà en place, des millions de lecteurs dans le monde, ou des centaines de millions de lecteurs dans le monde, des bibliothèques partout, etc. Tout ça s'est diffusé dans un temps très long, puisque finalement, l'économie, tout ce secteur a mis 200, 300 ans, 400 ans à se structurer. Là, l'IA, toutes les infrastructures numériques sont là, elles sont dans nos poches, elles sont à portée de télécommande.
de moins en moins d'ailleurs, de commandes vocales, de plus en plus. Et donc, cette idée que vous abordez, qui est non seulement une hybridation, mais une hybridation qui est déjà là. C'est aussi le propos de Dahan Pauly qui dit le téléphone, c'est bientôt, il n'y aura même plus de téléphone, il n'y aura plus que la main. Et puis Musk nous dit non, il y a une puce dans le cerveau. Donc, il y a le fait que cette révolution est très puissante, ça c'est évident pour tout le monde, pour toutes les personnes dans la salle qui ont testé un outil d'IA, vous le savez, c'est ultra puissant, mais il y a le fait que on n'a même pas le temps de digérer la transformation technologique, elle est déjà en nous presque. Comment ce facteur aggravant pourrait intervenir dans l'hypothèse que vous avez émise tout à l'heure, c'est-à-dire d'une aggravation? Et deuxième question très rapidement liée, est-ce que s'il y a augmentation des troubles, il y a aussi augmentation de l'intelligence? Ou alors que ce facteur-là ne joue pas? Alors je ne voudrais pas être classé du côté des technophobes, parce que c'est en train de ce qui se joue. C'est pas du tout mon esprit, et je dis toujours, Clara Chapal m'a déjà entendu le dire, que les technophobes sont les premiers à réclamer la dernière technologie à leurs médecins quand ils tombent malades. Donc je ne suis pas du tout technophobe. Simplement, mon exercice de médecin m'amène à prendre tous les jours des décisions qui pèsent les bénéfices et les risques, et donc être très pragmatique et à observer donc les risques et les bénéfices. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup votre retournement de mon propos. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, moi, je vous dis, nous payons du prix de nos bugs, des troubles psychiques, donc à la puissance de notre cerveau. Et en même temps, on a choisi cette puissance, et on préfère quand même Lucchini à Citta pour radicaliser le propos. Donc, ça, c'est le propos que j'ai tenu, et que justement vous prolongez en disant: le risque à l'inverse, c'est de ne pas choisir la fragilité et de rester au stade du primate non humain, en refusant la prise de risque, en refusant ce que généralement on appelle assez simplement l'approche quick and dirty, qui à un moment ou l'autre porte ses fruits. Donc, je ne suis pas technophobe, mais je suis assez convaincu de ce que je vous ai dit, à savoir le fait qu'il y aura un prix à payer de cette augmentation. Et cette augmentation, je réponds à votre question, Hugo, c'est bien une augmentation. C'est-à-dire, je suis absolument persuadé des effets d'augmentation de la pertinence, des capacités d'adaptation, donc d'intelligence, de cette hybridation cerveau-machine, donc intelligence humaine et intelligence artificielle. Je suis à peu près certain de l'augmentation, je suis aussi à peu près certain du prix à payer. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire. Et je pourrais même dire de toute façon que quand bien même nous déciderions de ne pas le faire, de ne pas monter dans le train, de toute façon ça se fera. Et que donc c'est une sorte de vue de l'esprit que de penser pouvoir se protéger par l'abstention, par le fait de ne pas y aller. Je crois que ça serait vraiment une faute. Et donc, là aussi, je pense que réguler, contraindre, interdire peut-être, ça serait une aberration, parce que ça serait prendre du retard, et donc choisir plutôt Citta que Lucchini, dans la dichotomie que j'évoque. Pour autant, je pense que nous pourrions nous poser la question de ce qui pourrait réduire un peu la casse. Et je parle de casse, j'assume. Ça veut dire que demain, il y aura davantage de troubles psychiques. Qu'est-ce qui pourrait réduire l'incidence de ces troubles psychiques? Sur quoi on pourrait capitaliser? Sur quoi on pourrait compter? À quoi nous fier pour limiter ces conséquences? Et là, moi, j'aime bien penser le futur en regardant ce qui s'est passé derrière nous, dans le passé, et constater que, je l'ai dit d'ailleurs, l'hybridation, c'est le mécanisme même d'évolution de l'homme, de l'être humain. Et donc des hybridations, on en a connu plein, et il y a eu des conséquences à ces hybridations, positives et négatives.
Et il y en a une qui me paraît majeure, moi, mais absolument majeure, si vous me laissez juste 3-4 minutes pour le développer, c'est cette hybridation fondamentale qui a été l'avènement de l'écriture et donc de la lecture. Alors ça vous paraît un peu curieux, on parle de nouvelles technologies, je vous parle d'écriture et de lecture, mais en fait, si on essaye d'y réfléchir, écrire, c'est déposer son savoir hors de soi, c'est une externalisation, on pourrait dire que le livre, c'est le premier disque dur externe, et lire, c'est le réincorporer, mais vraiment le réincorporer, c'est pas un mécanisme anodin, hein, la lecture. On attrape des trucs d'ailleurs, hein. On peut se transformer en Emma Bovary, Don Quichotte. Pénac avait cette expression magnifique, des maladies textuellement transmissibles. Donc on attrape des trucs en lisant. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, il fut un temps où on dénonçait ces enfants qui disparaissaient dans les livres. On attrape des trucs, mais dans l'ensemble, ça a été une sacrée réussite. C'est-à-dire que, alors que ça a été un saut de puce dans l'évolution, on parle de 5000 ans, 5000 ans c'est rien pour l'évolution. Alors que ça a été un saut de puce, on a changé la trajectoire de l'humanité par une hybridation ultra puissante avec des effets secondaires. Je formule l'hypothèse que nous pourrions nous inspirer du succès de cette hybridation pour préparer nos cerveaux à l'hybridation technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions... Et c'est souvent comme ça, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle des individus que nous sommes, avant de s'hybrider technologiquement, avec les technologies que nous venons d'évoquer, il faudrait répéter cette hybridation sur laquelle on a un petit peu de recul, 5000 ans, un peu moins si on compte l'avènement, bien sûr, de l'imprimerie et on déplace un peu le curseur, mais peu importe, on a du recul. On sait que ça a été bénéfique pour l'histoire de l'humanité et donc on devrait se préparer nos cerveaux à l'hybridation technologique par la répétition de l'hybridation, par la lecture et l'écriture. Et alors là, je reviens à la question de la régulation. Et autant le libéral que je suis se méfie beaucoup, je sors de mon rôle de médecin d'ailleurs, de la régulation qui nous empêcherait d'aller vers le progrès. En fait, je ne sors pas tellement de mon rôle de médecin parce qu'avec l'IA, on invente beaucoup de traitements, que dans l'hôpital dans lequel j'officie, nous avons créé un institut de neuromodulation avec des financements très importants, plus d'une vingtaine de millions, et nous soignons, nous sommes déjà aujourd'hui les leaders européens dans la réalité d'implantation d'électrodes dans le cerveau de patients souffrant de troubles psychiques. Donc je sais qu'on peut être acteur dans ce champ vers le progrès. Et je pense que le ralentir, ça serait catastrophique. Mais quand même, il y a une vraie question, et je me suis tenté de poser la question à notre ministre, c'est celle de ce que l'on doit décider pour les plus jeunes d'entre nous, ou disons-le plus directement, pour nos enfants. Et là, je pense que, assez curieusement, on voit des pays dont on n'attendait pas du tout cette démarche, je pense à la Chine par exemple, qui ont mis en place pendant l'été 2023 des décisions qui sont extrêmement régulatrices sur l'accès, en l'occurrence à Internet, pour les jeunes, qui évidemment peuvent être court-circuitées, contournées, disons, de plein de façons, mais quand même, ça a été des décisions très fortes dans une démocrature qui mise beaucoup sur la technologie et l'IA, et qui dit, non pas, alors évidemment, elle ne le dirait pas, qu'elle régule l'accès à Internet pour contrôler sa jeunesse. Ceux qui connaissent la Chine savent que de toute façon, c'était déjà en fait quand même très contrôlé. Donc c'est pas ça. Elle le dit pour des raisons, je cite, de santé publique. Et donc là, je pense qu'on peut à la fois avoir un propos qui consiste à ne pas ralentir le progrès et accepter les effets secondaires du progrès, avec les yeux ouverts, c'est-à-dire pas en faisant l'autruche, et en même temps se dire qu'il faut penser à réduire la casse et que pour ça, il y a des enjeux, à mon avis, très forts, que je ne vois pas du tout pris aujourd'hui en France ni en Europe, peut-être un petit peu aujourd'hui dans les pays du nord de l'Europe, mais pas chez nous, ailleurs, en Australie, j'ai cité la Chine, qui consiste à, pour le coup, avoir une approche qui régule puissamment l'approche des technologies, l'hybridation, pour dire qu'elle vient plus tard
et pas avant d'avoir fait ce qui a fait ses preuves, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Je peux que rebondir là-dessus, c'est un très grand combat et j'en suis convaincue. Pas toujours facile à porter. Je me souviens d'un lancement d'une initiative qui est portée par une association qui s'appelle les 10 jours sans écran. C'est des milliers de collèges, écoles primaires, lycées en France qui, portés par cette association, s'engagent dans une démarche où, pendant 10 jours, les élèves n'utilisent plus les écrans. Et ce qui est génial, c'est qu'ils invitent les familles à réapprendre à faire d'autres choses avec son enfant, la lecture, l'écriture, le dessin. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour refaire d'autres activités. Et j'avais lancé ce coup d'envoi, je crois que c'était en avril de l'année dernière, de cette année, pardon, des fameux 10 jours sans écran avec la ministre de l'Éducation de l'époque, Elisabeth Borne. Et comme souvent sur les réseaux sociaux, j'avais eu le droit à une petite polémique. Et les gens se moquaient beaucoup parce qu'ils disaient « mais c'est quand même dingue, une ministre du numérique qui dit 10 jours sans écran, c'est un peu comme si un boulanger disait 10 jours sans pain. » Ou un pilote d'avion disait 10 jours sans avion. Ça ne fait aucun sens. Et j'adore ce deuxième exemple du 10 jours sans avion, parce que c'est pas parce qu'on est pilote d'avion qu'on ne peut pas, ou même qu'on ne doit pas réfléchir aux problématiques de l'industrie aéronautique. Au contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un ministre du numérique et pas simplement des personnes qui sont là pour dire vive la technologie. Le rôle du ministre, le rôle du gouvernement, c'est bien sûr de réfléchir à tous ces impacts. Et donc en tant que ministre du numérique, je me suis beaucoup investie sur cette question-là et la question de la santé mentale des plus jeunes. Parce que, comme vous l'aurez compris, et j'espère que ça rassure toutes les personnes qui ont levé la main tout à l'heure quand ils ont dit qu'ils étaient un peu inquiets de l'IA, c'est normal d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Parce qu'on vit une révolution technologique extrêmement rapide, tout en ayant déjà les cicatrices de la précédente, que l'on ressent au quotidien, notamment celle des réseaux sociaux. Il avait fallu 20 ans pour qu'un Français sur 2 ait un ordinateur portable à la maison. Il a fallu 2 ans seulement pour qu'un Français sur 2 utilise une application d'intelligence artificielle quotidiennement. La rapidité à laquelle on est confronté est extrême par rapport à toutes les révolutions technologiques qu'on a eues précédemment. Et donc, elle crée cette incertitude, cette anxiété qui est bien normale. Et quand on regarde les réseaux sociaux sur lesquels la France porte une position très ferme d'interdiction aux moins de 15 ans, justement pour pouvoir protéger les plus jeunes, on part d'un phénomène dramatique sur lequel 7 jeunes sur 10 disent ressentir de l'anxiété quand ils sont sur les réseaux sociaux. Ils y passent en moyenne 4h40 par jour. On parle d'anxiété, mais bien sûr, on a pire sur les réseaux sociaux. C'est non seulement l'anxiété parce que les phénomènes algorithmiques que je disais tout à l'heure, d'enfermement, d'impression de se retrouver dans une situation d'addiction, ça je pense que vous pourrez peut-être y revenir, mais quand on demande aux jeunes, ils disent, pour 67% d'entre eux, je préférerais que les réseaux sociaux me soient interdits. Si j'avais la certitude que mes amis n'étaient pas dessus, alors je préférais ne pas y aller. Donc on voit bien qu'il y a un comportement presque addictif où ils se sentent forcés d'y aller. Et puis, jusqu'au pire, je prends souvent cette analogie, mais un jeune sur un réseau social, en fait, c'est un peu comme si on laissait un jeune la nuit, dehors, tout seul, là, à la sortie de ce théâtre, toute la nuit. Et puis, à la premier croisement, il trouverait une bande de jeunes de sa classe en train de se moquer de lui. Au deuxième croisement, il trouverait, peut-être s'il est un peu déprimé, du contenu pour apprendre à se scarifier ou faire un nœud coulant. Et puis, au croisement d'après, il trouverait un gang pro-russe en train de lui expliquer que les pyramides ont été faites par des extraterrestres ou autre type de manipulation de l'information qu'on voit proliférer sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que va faire votre ado, pour ceux qu'en ont, quand vous allez le laisser dans sa chambre ce soir. On ne ferait jamais ça dans la rue. On ne laisse pas nos jeunes sans supervision. Et donc les dérives de ces réseaux sociaux sont telles et ont un impact tel sur la santé mentale de par l'accès à ces contenus inappropriés. J'aurais pu aussi parler de la pornographie, bien sûr.
mais aussi de par simplement l'enfermement dans ces bulles algorithmiques, les vidéos courtes qui captent l'attention, qui nous empêchent de nous concentrer, qui diminuent les capacités cognitives de nos enfants. J'avais fait faire une étude par la Direction générale du Trésor, une très belle direction, sur l'impact économique des réseaux sociaux sur notre pays. 3 points de PIB d'ici 2030. dont les 2/3, c'est la diminution de nos capacités cognitives, notamment chez les jeunes. Est-ce qu'on veut ça pour nos jeunes? Je ne crois pas. Est-ce qu'on veut ça pour notre pays? Je ne crois pas non plus. Santé mentale, développement cognitif, tout ça, la réponse que porte la France depuis l'excellent travail qui avait été fait par la commission Écran, par Amine Benyamina et Servane Mouton et tous les scientifiques qui les ont accompagnés, c'est de dire il faut une règle très ferme et il faut pouvoir dire les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est non. Alors oui, ça ne suffit pas, il faut une règle, il faut de l'éducation, mais je pense que le pouvoir de la règle, et ça, le psychiatre que vous êtes pourra nous le dire, mais très important parce qu'il permet déjà de remettre tout le monde au même niveau, et puis de changer le rapport très conflictuel qu'ont les parents vis-à-vis des réseaux sociaux, ou le parent dans les familles, si certains d'entre vous ont des ados à la maison, je suis sûre, se retrouvent en situation de conflit permanent dans lequel on veut lutter contre les réseaux sociaux, et puis en même temps il y a toute la vie sociale qui se déroule sur ces réseaux. Et donc, on ne veut pas non plus exclure son jeune. Donc, le fait d'avoir tous la même règle, je crois que c'est extrêmement important pour simplement donner aux enfants le temps d'être des enfants. Et s'assurer qu'on a un cadre protecteur, leur donner le temps en effet de lire, d'écrire, de faire tout ce que faisaient tous les enfants que j'ai rencontrés pendant ces 10 jours sans écran, de recréer du lien social aussi dans les écoles. C'est pour ça qu'on a porté l'interdiction des portables dans les collèges, que le président a dit la semaine dernière qu'il voulait l'étendre au lycée, pour recréer cet espace protégé de développement et en fait pouvoir mieux aborder les outils numériques. Je fais souvent le parallèle, quand on me dit l'interdiction, vous y allez quand même un petit peu fort, je fais souvent le parallèle avec la voiture. Je ne sais pas s'il est parfait, mais la voiture, c'est un outil utile, bien sûr. Et pour autant, on a été ferme et on s'est dit, même avec un permis de conduire, même avec une ceinture de sécurité, on ne conduit pas une voiture avant 17 ans. Quand on a un outil aussi puissant qu'un réseau social entre les mains et qu'un chatbot d'IA, et je crois qu'il faut aller jusque-là, entre les mains, c'est dire qu'il y a un âge avant lequel on n'est pas prêt à l'utiliser, ça ne me paraît pas complètement déconnant. Je voudrais revenir sur la question de la peur, effectivement, qui était assez importante et qui accompagne en fait toutes les révolutions technologiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais toutes les grandes révolutions ont apporté énormément de progrès. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour expliquer le progrès de l'écriture, le progrès entraîné par la révolution industrielle, mais on oublie aussi qu'il y a eu aussi l'envers du progrès et que c'est aussi après le développement de l'écriture, de la presse, de l'impression de la machine à imprimer. On a bien vu que le savoir est sorti des monastères, il y a eu une augmentation de l'alphabétisation, les gens ont pu du coup s'éduquer en dehors d'une élite et encore d'une élite confinée, ils ont pu aussi écrire des livres, mais et ça c'est le livre incroyable de Denis Crouzet sur Guerrier de Dieu, sur les massacres de religion, c'est aussi à ce moment-là qu'on fleurit les pamphlets apocalyptiques qui parfois n'étaient pas beaucoup plus longs qu'une série de tweets, pour inciter à tuer les gens qui étaient perçus comme les mécréants et qui a participé à la violence des guerres de religion, notamment dans ce pays. Donc tout ça n'est pas directement le sous-produit évidemment de l'invention de la machine à imprimer, mais on voit bien quand même que les effets politiques se diffusant d'une invention pareille sont venus aussi avec leur lot de catastrophes. L'industrialisation, c'est aussi l'industrialisation de la mort. Ce sont aussi les génocides de masse qui ont été rendus possibles parce qu'on avait des moyens comme le train et des chambres à gaz, et que tout ça avait été répété d'abord dans un génocide en Arménie, puis après dans la solution finale pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est à chaque fois, ça s'est testé par des techniques. Donc
il n'est rien d'étonnant sans doute que la peur à l'aune d'une révolution technologique aussi puissante de l'IA, qui se développe beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus mondialisée et qui est probablement plus impactante dans un ordre global, puisqu'elle va de l'intime au politique, soit également très présente. Mais je voulais savoir, peut-être de vos deux positions respectives, comment vous percevez et vous lancez, Raphaël Gaillard, sur la notion d'incertitude qui est au cœur de vos travaux, et de l'incertitude individuelle, mais aussi de ses impacts collectifs et politiques plus largement. Oui, mais merci beaucoup. Je vais essayer de faire le lien depuis notre cerveau jusqu'à notre société à partir de cette question de l'incertitude. On est parti de l'instabilité qui accompagne notre puissance, et on peut aller un peu plus loin en parlant d'incertitude, parce qu'en fait, ce à quoi on est confronté avec une telle prolifération de l'information, c'est à du bruit, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire une dispersion de l'information, une variance augmentée, c'est-à-dire en fait davantage d'incertitude. Et ce que nous subissons aujourd'hui, c'est une forme d'incertitude accrue dans notre rapport au monde. Or, l'incertitude, c'est quelque chose que le cerveau, qui est une machine à prédire, supporte très mal. Si vous voulez déprimer une souris, le meilleur moyen, c'est de la plonger dans l'incertitude. C'est pas de la taper tous les jours à heure fixe. C'est juste que ses conditions de vie changent de façon subtile, régulièrement, et sans qu'elle puisse l'anticiper. Si vous faites ça, au bout d'un moment, elle déprime. Et c'est notre modèle typique d'induction de dépression pour tester, par exemple, des médicaments antidépresseurs chez des souris déprimées. Il suffit de la plonger dans l'incertitude. L'incertitude, c'est toxique pour le cerveau, en fait, et c'est la même chose. Là, on est au-delà du primate non humain. On est chez la souris, mais c'est la même chose chez le primate humain, c'est-à-dire chez vous et moi. Simplement, nous, êtres humains, par rapport à la souris, nous avons une faculté qu'elle n'a pas, c'est que nous pouvons construire des croyances. Et la réponse en situation d'incertitude, ça on peut le montrer, c'est de la psychologie sociale expérimentale très bien faite, qui consiste à plonger des individus dans de l'incertitude. C'est assez simple, pour ça on les fait jouer à un jeu, et en fait on fait varier la prédictabilité des réponses du jeu. C'est une sorte de jeu informatique. Ils cherchent une règle et en fait, finalement, les réponses de l'ordinateur sont au hasard. Donc, l'individu est plongé dans un état d'incertitude. Et puis, il y a une autre version du jeu où, en fait, ce qui prédit est effectivement ce qui se passe avec l'ordinateur. Et vous allez simplement demander à ces êtres humains, certains qui ont été plongés dans l'incertitude, d'autres non, ce qu'ils pensent de petits scénarios conspirationnistes. Mais des choses très simples, hein. Je donne juste un exemple. Vous êtes sur le point d'être promu, vous constatez, alors que vous allez voir votre N+1, que votre voisin de bureau a une communication accrue avec votre N+1, il échange plein de mails, il l'a eu au téléphone, vous allez voir votre N+1, vous n'avez pas la promotion, est-ce que vous pensez que c'est votre voisin de bureau qui a dit du mal de vous? Eh bien, si vous étiez dans l'incertitude, vous adhérez davantage à ça. Donc en fait, on a une modalité de sortie, nous les bipèdes que nous sommes, de l'incertitude, c'est de croire à des choses qui sont des certitudes que je qualifie de locales, répondant à l'incertitude globale. Et c'est pas une réponse satisfaisante en fait, c'est une réponse paratonnerre. C'est vaguement une heuristique qui fonctionne, qui explique un peu le monde, mais souvent pas très bien. Mais au moins, dans tout ce désordre, dans toute cette instabilité, dans toute cette incertitude, eh bien, vous pouvez vous dire ça, j'y adhère et je ne vais pas le lâcher. Au passage, c'est exactement ce qui se passe chez nos patients quand ils deviennent délirants. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont dans une ambiance où tout est instable, ils ne comprennent plus le monde, il y a une crise vraiment de confiance dans les modèles du monde. Et puis il y a un moment où ils ont presque un eureka délirant qui consiste à dire c'est donc ça, et c'est une idée délirante qui est souvent atroce, ils sont poursuivis par la CIA, c'est épouvantable, mais ils sont quand même soulagés parce qu'il y a au moins quelque chose dont ils sont sûrs.
En fait, c'est ce qui se passe chez tout un chacun. C'est extrême chez les patients que je rencontre parce qu'ils sont malades, mais chez tout un chacun, en situation d'incertitude, on adhère à des certitudes pour se soulager. Alors évidemment, on voit la continuité de mon propos avec la situation politique. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde incertain. Alors on pourrait le dire pour plein de raisons. Prochaine guerre mondiale, peut-être demain, bien sûr. Et d'ailleurs, au passage, les jeunes sont les plus nombreux à le penser. Mais nous sommes surtout incertains parce que nous sommes confrontés à une telle masse d'informations que tout ça crée de l'incertitude à laquelle nous répondons par une sorte de jeu de fluctuation entre déprimer, être abattu, se retirer du monde, au mieux l'exode informationnel, et puis adhérer à des croyances qui ont le mérite de nous rendre le monde supportable, au risque de fragiliser évidemment notre vie politique. Et Clara, est-ce que vous voulez rebondir sur ça, vous qui avez été, en tant que responsable politique, aussi confronté, vous parliez de ces polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit bien que faire de la politique, prendre la parole dans l'espace public de manière plus large, c'est s'exposer immédiatement à l'intimidation, en fait, c'est-à-dire en fait à des scénarios de harcèlement en ligne qui visent à faire taire les responsables politiques quels qu'ils soient, les journalistes avec lesquels on n'est pas d'accord, les chroniqueurs, commentateurs avec lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est immédiat, c'est violent, c'est massif, c'est généralement les définitions du harcèlement. Et au milieu de tout ça, paradoxalement, il faut de la manœuvre politique, il faut pouvoir manœuvrer. Donc peut-être une réponse personnelle sur votre parcours de responsable politique au milieu du chaos informationnel et peut-être votre vision plus large de comment on adapte des sociétés et des systèmes politiques à ce qui est devenu, mine de rien, une réalité politique qui s'impose à tous. Et je pense qu'on est, quel que soit le rôle qu'on joue sur les réseaux sociaux, si on participe ou non à ces hordes, on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu une dégradation considérable de la qualité du débat en ligne, notamment. La réponse personnelle, je ne sais pas si j'ai trouvé la voie, donc je ne me permettrai pas d'essayer de donner des leçons là-dessus. Il y a des personnages politiques qui ont bien plus d'expérience. Je pense qu'il faut juste pas trop regarder et puis continuer à avancer et savoir et comprendre les phénomènes algorithmiques qui sont derrière à l'œuvre pour dézoomer et se détacher un peu de cette réponse algorithmique. Mais c'est vrai que oui, venant de ce qu'on appelle la société civile, les premières crises qu'on vit sur les réseaux sociaux, c'est assez violent. Parce que les informations les plus polarisantes montent le plus vite et puis le déversement de haine que tout un chacun a déjà vécu à son échelle. Toutes les personnes qui passent du temps sur les réseaux sociaux le voient, est bien réel. Mais je pense que ce qui est intéressant, et ce sur quoi je voulais rebondir aussi en vous écoutant tous les deux, c'est que dans toute cette incertitude, l'IA vient comme un poison de plus. Dans le sens où l'IA permet une prolifération d'informations encore plus grande que celle qui n'était possible de créer avant l'IA. En tout cas, ça coûtait plus cher d'inonder d'informations avant l'IA. Et puis, vient nous perdre un peu sur le sens de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Quand j'ai fait beaucoup ce qu'on appelait les cafés IA avec Gilles Babinet et le Conseil national du numérique, qui étaient des moments comme ça d'échange autour de l'intelligence artificielle partout en France, dans des endroits où les gens n'étaient pas experts de la technologie, mais juste avaient cet intérêt, ces questions, cette appréhension. Et une des premières questions qui venait toujours, c'est mais comment est-ce que je peux savoir ce qui est vrai ou faux avec l'IA ? Parce qu'en plus, les modèles se trompent. Et puis, ils sont utilisés à mauvais escient pour tromper. Je pense au deepfake notamment. Et donc, ça vient rajouter une couche d'incertitude dans un monde qui est déjà extrêmement incertain et sur lequel les biais algorithmiques de ces réseaux vont en plus pousser ces phénomènes-là à l'extrême. Et je crois que la réponse politique à tout ça doit être, encore une fois, la régulation. Je sais que la régulation, c'est pas trop à la mode, mais pour autant, je pense qu'elle est absolument nécessaire pour justement remettre un peu de transparence, de certitude. Quand l'Europe s'est battue pour la réglementation sur l'intelligence artificielle, elle a été beaucoup caricaturée, parce que ça n'arrangeait pas forcément un certain nombre d'entreprises qui, elles, voulaient aller à toute vitesse.
Et on a dit tout à l'heure qu'on risque parfois en tant qu'Européens de vouloir aller trop lentement, de vouloir que tout soit parfait. Pour autant, mettre un cadre de transparence, condamner l'utilisation de deepfake, s'assurer qu'on recrée le plus possible de la certitude dans ce monde algorithmique qui est devenu par défaut un monde informationnel alors qu'il n'a pas été conçu comme tel. Il me semble que c'est fondamental pour protéger nous, notre vivre ensemble, nos démocraties bien sûr. Et puis ça me permet de toucher un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est que tout cet espace-là est aussi à la main d'ingérences étrangères qui, dans le monde géopolitique actuel, sont bien réelles et rajoutent de l'incertitude et de la polarisation au débat pour des visées de déstabilisation qui sont bien entières. Et vous avez peut-être remarqué que le président de la République s'est saisi de ce sujet et a entamé un tour de France de discussion autour de cette question-là. Je pense que déjà mettre les mots, ça permet de faire une partie du chemin. À chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec Raphaël Gaillard, j'en suis sortie peut-être un petit peu moins inquiète sur ce qui nous arrivait parce qu'on le comprend un petit peu mieux. Mais ce n'est pas suffisant de mettre les mots, il faut aussi avoir le courage de mettre les règles. Et je crois qu'on est aussi à ce moment de bascule-là. On a en tant qu'Européens, d'ailleurs la France a été vraiment à la manœuvre pour imposer une régulation. C'était sous présidence française en 2022 qu'ont été construits les grands textes d'encadrement du numérique et de ces très grandes plateformes, on appelle les VLOPS en langage technique, les Very Large Online Platforms, pour dire grande plateforme, grande responsabilité. Responsabilité sur les jeunes, responsabilité sur le débat démocratique, des responsabilités sur la qualité de l'information. Et dans les tensions géopolitiques que je mentionnais, c'est des textes qui sont beaucoup pointés du doigt et qui pourtant sont fondamentales, je crois, dans notre façon de voir le monde et sur lequel il faut qu'on reste très ferme pour protéger notre développement, notre société, notre santé mentale aussi, je crois. Rapidement, avant de passer à quelques questions dans la salle, je crois que c'est Hannah Arendt dans son analyse du totalitarisme qui dit qui rejoint vos propos, quand un individu est placé dans l'incertitude et qu'il ne sait plus quoi croire, il finit par croire ce qu'il veut. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous semble proche de ce qu'on vit collectivement ? Oui, hein, tout à fait. Alors, on l'entend aussi chez Chesterton, par exemple, qui indique que quand l'homme ne croira plus en Dieu, ce n'est pas qu'il ne croira plus en rien, c'est qu'il croira en tout. Alors, je n'appelle pas de mes voeux forcément de croire en Dieu, c'est pas la question, c'est juste de dire que l'homme a besoin d'une superstructure qui est une forme d'explication du monde. Et quand il la perd, eh bien, il est en souffrance, souffrance qui se manifeste par la dépression. C'était valable chez la souris et c'est aussi valable chez nous, ou bien par l'adoption prématurée, inadaptée, non adaptative même, à des croyances, des certitudes qui auront juste le mérite de le soulager de l'état d'incertitude dans lequel il se trouve. Et donc, oui, je pense que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, tout nous rend enclins à adopter des croyances de façon prématurée, avec le seul objectif, pas forcément conscient, de nous soulager de ce que nous vivons. Peut-être un petit mot à ce moment-là sur la réponse à cela. Justement, on revient décidément à l'éducation, mais je pense que tout l'enjeu, c'est d'installer un système de valeurs et de croyances qui ont une forme de stabilité et qui permettent ensuite de naviguer un peu plus sereinement. C'est-à-dire pas inverser et mettre la charrue avant les bœufs et se dire qu'on va éduquer des enfants à douter de tout. Et là, je voudrais dire, au risque d'être provocateur, que la promotion tous azimuts aujourd'hui de l'esprit critique me paraît être une aberration. Parce que qu'est-ce que fait l'esprit critique ? Il génère de l'incertitude. C'est vraiment ça. Hein. Les zététiciens, donc la science de rationaliste, vraiment du doute, dit l'alternative est toujours féconde.
L'alternative est toujours féconde, ça veut dire ne croyez pas immédiatement ce que vous voyez, il y a plein de biais, il faut réfléchir, ça peut être une autre explication, etc. Mais l'alternative est toujours féconde, c'est le propos type de tout complotiste. Exactement le même. Et en fait, en pensant nourrir chez des êtres humains et des enfants plus particulièrement une capacité à naviguer dans l'ère de post-vérité, en fait, on génère de l'incertitude chez eux qui va les amener à adopter des certitudes. Donc c'est complètement contre-productif. Je vais jusqu'à dire, et je sais que je vais me faire assassiner, que l'esprit critique, c'est le cheval de Troie du complotisme. J'ai le souvenir que vous avez abordé ça au gala de Sciences Po, et avec Sciences Po qui a quand même pour principe cardinal de former à l'esprit critique. Ça avait eu un certain retentissement. Peut-être me tourner vers la salle, Clara, et on fera un rebond là-dessus sur la base aussi des questions, si ça vous va. Non, je rebondis juste très rapidement sur ce qui vient d'être dit. À chaque fois que je vous entends dire ça, je me dis non, mais pour rajouter un petit peu de piment à la conversation, on vient de parler de ces croyances du coup auxquelles on se raccroche et de finalement la fin de ça, c'est de croire ce qu'on veut. J'ajouterais une complexité, c'est de croire ce qu'on pense qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer que dans le monde actuel, beaucoup de ces croyances-là sont aussi mises devant nous par des puissances qui ne nous veulent pas du bien et qui cherchent cette déstabilisation et donc à nous raccrocher à ces croyances-là. Et qu'à la limite, si on veut vraiment, avec son propre libre arbitre, croire libre à chacun, mais quand en plus il y a une utilisation de ces technologies pour manipuler et faire émerger ces croyances-là, avec du coup un intérêt envers des puissances étrangères pour nous de nous faire croire, pour elles de nous faire croire, on entre dans un niveau de complexité encore plus grand contre lequel on lutte, bien entendu, que ce soit avec les armées, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires étrangères, avec un service incroyable qui s'appelle Viginum, qui met de la transparence sur tous ces phénomènes-là, et puis ça me permettra aussi de valoriser ce que fait Harlequin, qui est absolument fondamental sur cette question-là. Merci beaucoup. Et ce qui est d'autant plus, et ce qui permet de passer la balle au public, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que la Chine, dont on a parlé, qui contrôle son espace au moins pour ses plus jeunes, dans le même temps est aussi derrière l'algorithme de TikTok, qui est aussi populaire chez les plus jeunes et qui est vraiment une sorte de drogue à dopamine pour l'esprit des plus jeunes, et qui en fait aussi un peu de nos plus jeunes des cobayes. Et donc c'est drôle, d'un côté, une réalité chinoise qui a parfaitement anticipé et perçu ce que pouvaient être les dangers des cerveaux trop jeunes mis sous tension des algorithmes, et de l'autre côté, une Europe qui en fait est extrêmement consommatrice d'un usage très débridé de ces outils. Mais sans plus attendre, tournons-nous vers vous. Je vous demande, on est nombreux, de poser des questions. Définition d'une question, il y a un point d'interrogation au bout, les plus courtes et précises possibles, et on va peut-être en prendre par brochette de 3 ou 4 pour vous ouvrir l'appétit. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants, et je voudrais vous remercier parce que je suis jeune maman et j'ai un petit garçon, et en plus je travaille pour un régulateur, donc je suis doublement intéressée, et donc merci beaucoup pour ce discours, non seulement sur la santé mentale des jeunes, mais aussi sur voilà, cet appel à la régulation auprès des plus jeunes, la mise en place d'une majorité numérique, et merci Madame la Ministre d'essayer de pousser pour ça au niveau européen. Donc ma question, c'est où est-ce que c'en est au niveau européen, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup poussé puis à un moment, et là on voit pas trop le truc sortir là, moi j'attends. Et mon deuxième point, c'est que on a beau mettre un super beau cadre de majorité numérique, de règles numériques, DMA, DSA, etc. Moi, j'ai la tête dedans tous les jours. C'est super, mais il y a un outil qui s'appelle le VPN et qui me permet de contourner tout ça allègrement. Et pour ne pas s'irriter un opérateur, il offre un VPN gratuit à tous ses abonnés mobiles. Ça me rend juste dingue. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez contrer notamment ces solutions technologiques qui sont tout à fait légales, parce qu'il n'y a pas du tout de régulation sur ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on en prend quelques-unes avant. Non, ouais, madame.
J'y vais, c'est moi. Bonsoir. Moi, je voulais juste revenir au début de la conférence, quand vous disiez que nos cerveaux avaient déjà atteint un certain seuil et que ça allait continuer, alors qu'on a plutôt tendance à croire que l'IA va nous faciliter la vie, automatiser des tâches, et finalement, nos jeunes vont moins réfléchir qu'avant. Donc, il y a un paradoxe, en fait, entre ce que vous disiez et ce qu'on a l'impression de constater, en tout cas. Le temps de la troisième question, j'envoie très volontiers le pas de madame pour demander si en fait on ne va pas arriver à un découplage avec des individus de plus en plus bêtes et des individus de plus en plus intelligents, et de même qu'on a des inégalités économiques et sociales qui ont explosé, est-ce qu'on n'aurait pas une intelligence qui exploserait et une autre qui se ratatinerait en fait. De la même façon que si on fait que prendre des escalators, on n'aurait plus de muscles pour monter les marches. Oui, et vous m'entendez? Ouais. Une question en rebond sur la remarque de Raphaël Gare sur l'esprit critique. On a vu il y a un mois le lancement de Sora 2 par OpenAI qui, grosso modo, permet le deepfake à l'échelle. Et donc là, c'est la question d'un papa en plein repentir où son petit garçon de 11 ans, il y a un mois, lui a dit « Papa, Saint Thomas, je crois ce que je vois, c'est fini ça en fait ». Et donc par rapport à voilà, tout ce qu'on voit déferler, comment arriver à... Quel conseil donner à nos enfants par rapport à votre remarque sur l'esprit critique ? Je pense qu'on peut attaquer les réponses en commençant par vous, Clara. Merci. Alors sur la régulation et les VPN. Ah, les VPN. Donc sur la régulation, où est-ce que ça en est ? Donc le président a commencé un tour de France sur cette question pour pouvoir créer du débat, parce que comme dans toute règle de société, ça crée des questionnements. Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? Est-ce qu'on va trop loin ? Est-ce qu'on va pas assez loin ? Il y a des groupes politiques qui ont aussi déposé un projet de loi à l'Assemblée qui sera étudié, le groupe Renaissance, qui sera étudié mi-janvier au niveau européen, parce qu'on a décidé en Europe que comme nous sommes 450 millions d'Européens, nous sommes bien plus puissants face à ces grandes entreprises en travaillant ensemble et en ayant du coup des textes de régulation européenne, parce qu'en fait ces entreprises, elles font à peu près un tiers, 40% de leur business chez nous, en Europe, enfin chez vous, enfin chez nous tous en fait, dans nos cerveaux, dans nos données, et donc elles ont besoin de l'Europe, donc de pouvoir se rassembler pour dire si vous voulez vendre aux Européens, plutôt utiliser les données européennes, voilà quelles sont les règles à respecter, ça nous donne une position de puissance plus importante que si on était juste français. Donc il a en effet fallu faire tout un travail au niveau européen. On a travaillé avec le Danemark, avec l'Espagne, avec la Slovénie, avec un certain nombre de pays pour créer une coalition et dire dans les textes européens on veut pouvoir instaurer cette majorité numérique. C'est possible depuis le 14 juillet dernier, et donc maintenant il faut le transcrire en droit national, et je sais que le gouvernement y travaille et que les groupes parlementaires y travaillent. On va parler un peu d'incertitude. Voilà, les débats au Parlement sont ce qu'ils sont, et je ne sais pas quels seront les calendriers exacts à venir, mais en tout cas, le sujet avance et j'ai bon espoir qu'il aboutisse rapidement. En tout cas, je resterai engagée sur la question pour ma part. La question des VPN, oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est un outil qui permet d'accéder à Internet en changeant... Enfin, dans le système technologique, on a l'impression qu'on n'est plus dans le pays dans lequel on est. Donc, on peut choisir d'être ailleurs. Donc, si on a des règles ici, on peut faire semblant d'être, je ne sais où, en Thaïlande. Et donc, c'est pas les mêmes règles. Donc, c'est sûr que ça permet de contourner. Après, je pense qu'avoir une règle, c'est quand même important, parce que entre faire quelque chose, mais le faire en sachant qu'on contourne la règle, il y a déjà, je pense, une étape psychologique qui est différente. Et puis, comme toute règle, il y aura toujours des moyens et des envies de contournement. On a tous été des enfants, enfin des jeunes. Je ne sais pas, l'âge à partir duquel on pouvait boire a changé dans les dernières années, donc je ne sais pas quel âge c'était minimum quand vous étiez jeune. Moi, je crois qu'on ne pouvait pas boire d'alcool, de vin et de bière avant 16 ans. Pour autant, je pense qu'on a tous essayé de goûter la bière ou du vin avant 16 ans, enfin en tout cas, si pas tous, quelques-uns d'ici. Donc, en tant que jeune, et peut-être le psychiatre dans cette salle pourra nous l'expliquer mieux que moi, on a envie de contourner la règle, mais est-ce qu'il y a moins de jeunes qui boivent de l'alcool qu'avant la règle ? Ça, c'est à peu près certain.
Donc je pense que c'est ça aussi le bénéfice de la règle. On n'empêchera jamais les essais de contournement, les tentatives de contournement, mais de façon macro, ça doit quand même permettre d'avoir un comportement positif et un impact positif sur la protection des jeunes. Donc je pense qu'il faut le faire quand même. Est-ce qu'il faut réguler les VPN? Ça, c'est une autre question que je laisse au gouvernement. Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions qui me concernent. Je risque de faire long, donc Hugo, vous m'interromprez parce que le psychiatre que je suis passe sa vie à écouter, donc quand il peut parler, il lâche pas le micro. Je vous préviens. Alors, il y avait d'abord votre question, Hugo, inégalité, qui rebondissait sur une question, je regroupe les questions, inégalité d'intelligence à venir. Oui, ça c'est très probable en fait. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire de l'augmentation de l'homme par ces nouvelles technologies, c'est que il va pas seulement connaître une inégalité d'accès à ces technologies, ça, elles existeront, j'en doute pas. Il y aura ceux qui auront les dernières technologies et puis ceux qui auront de la récupération. C'est typiquement ce qu'on voit dans la science-fiction type cyberpunk. Donc ça existera, c'est sûr. Mais à mon avis, la source d'inégalité la plus importante, ça sera entre ceux dont les cerveaux tolèrent l'augmentation et ceux qui ne la toléreront pas. Donc en fait, il y aura parmi nous des grands brûlés de l'augmentation qui, et c'est difficile à anticiper, qui subiront l'augmentation, c'est-à-dire deviendront malades avec l'augmentation. Et à mon avis, ça, c'est la source d'inégalité la plus forte, hein, ceux qui toléreront et qui seront augmentés, et ceux qui deviendront malades. Je pense que c'est la source la plus importante d'inégalité, plus encore que l'inégalité d'accès aux technologies. Alors, ça fait le lien avec la question du temps de cerveau disponible, je vais le résumer comme ça. Vous savez que ça a fait jaser le temps de cerveau disponible. En fait, on a toujours tendance à penser qu'avec ces améliorations technologiques, on libère du temps. C'est jamais ce qui s'est passé. Jamais. Mais vraiment jamais. Et aujourd'hui, en matière d'information, plus que jamais, ça n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, on peut modéliser ça. On considère qu'on produit aujourd'hui en 48 heures toutes les informations, enfin le poids de toutes les informations que l'humanité a agrégées jusqu'au début des années 2000, en 48 heures. On peut dire autrement, hein, un individu comme vous et moi est soumis aujourd'hui en une journée à plus d'informations que ce qu'a pu fréquenter le plus parfait des hommes de la Renaissance, type Pic de la Mirandole. Donc en fait, on n'est pas du tout dans un système d'allègement du cerveau, on est vraiment dans un système de saturation du cerveau. Bien sûr qu'on va bénéficier de plein de choses pour se délester. Bien sûr que vous n'avez plus besoin de retenir des numéros de téléphone par cœur, évidemment. Mais à côté de ça, vous êtes ultra saturé d'informations. Et ça, c'est de l'incertitude en barre avec toutes les conséquences que j'ai évoquées. La troisième question, c'était celle de l'effet de l'avènement des fake news que l'on observe par la vision, par le regard. Et je pense que c'est une excellente question. Alors au passage, sauf erreur, c'est Thomas l'apôtre et pas saint Thomas, mais on attribue généralement à saint Thomas cette question de je crois ce que je vois. Et je pense que c'est une excellente question parce que violer la fidélité de ce sens a des effets majeurs. Vraiment majeur. Si on regarde les sens que nous avons, je vais prendre un exemple trivial, l'olfaction, c'est très imprécis, on a beaucoup perdu dans l'évolution, on a misé sur autre chose, et vous avez tous eu des hallucinations olfactives, on appelle ça une cacosmie, c'est l'impression de sentir de mauvaises odeurs, c'est un sens imprécis qui hallucine beaucoup. Ensuite, vous avez l'audition. L'audition aussi, vous pouvez avoir l'impression d'avoir entendu quelque chose, il y a une imprécision, il y a des doutes, et d'ailleurs nos patients schizophrènes qui hallucinent, c'est souvent des hallucinations auditives. Par contre, la vue, c'est ultra fiable. C'est vraiment ultra fiable, et c'est effectivement, je crois, ce que je vois. Et donc, quand aujourd'hui, on viole la fidélité de ce sens, c'est une brèche énorme, en fait, dans notre rapport au réel. Mais vraiment énorme. Et je pense effectivement, je le redis, que
il faudrait pouvoir en protéger les cerveaux qui sont encore bien fragiles puisqu'en formation, parce que ça, violer cette fidélité, ça a un effet que l'on peut supposer énorme et en fait qui crée une incertitude massive. Gérald Bronner va jusqu'à dire que on n'en est plus à la question de la vérité, mais à la question du réel. Mais en fait, si on en est à la question du réel, du rapport au réel, tel qu'il est faussé chez mes patients psychotiques, ben en fait, justement, violer le sens qu'elle a vu, en fait, c'est terrible. Et en fait, ça rejoint ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que ça plonge dans un état d'incertitude majeure qui peut-être fragilise jusqu'à le rapport au réel, c'est-à-dire la psychose. C'est une question de clinique dont on pourrait parler, mais en amont de ça, qui enrichit l'incertitude dont je vous ai parlé, incertitude qui nous déprime ou qui nous fait jumper, sauter sur des croyances. Et Claire Chapin a tout à fait raison de le rappeler. En plus, on nous a fourni des croyances auxquelles adhérer. Et comme le mécanisme, c'est juste de les avoir comme paratonnerres, bah, si elle est juste parfaitement fournie dans le bon timing, de la bonne façon, eh bien, évidemment, elle sera suivie, elle fera l'objet d'une conviction, d'une certitude qui ne correspond pas au réel. C'est sur ces paroles réconfortantes que je voudrais passer au vote, à savoir qui parmi vous, avant de vous remercier évidemment, mais qui parmi vous est plus inquiet qu'au début de l'échange. Et donc, n'hésitez pas à lever la main si vous êtes encore plus inquiet ou si vous avez changé d'avis, vous êtes passé de pas inquiet à très inquiet. Ah oui, c'est vraiment délicat parce que ça voudrait dire quand même que le psychiatre que je suis vous rend anxieux. C'est pas possible. Moi, vous me rassurez, je comprends mieux. Ça peut marcher dans les deux sens. On peut considérer qu'en étant plus éclairé des risques, finalement, quelque part, on est plus armé, plus équipé. Merci infiniment, c'était passionnant. Merci à Raphaël Gaillat et Clara Chapaz. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve le 22 janvier pour le prix ADA, la remise du prix ADA, le roman et l'essai sur les technologies IA. Ça sera dans cette salle. Merci encore et très bonne soirée à toutes et à tous.